Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce cours consacré au thème La recherche de soi, au sous-thème Éducation, transmission, émancipation et à la question Éduquer, est-ce un devoir de l'État? Notre réflexion se base sur un extrait des 5 mémoires sur l'instruction publique, écrit par Nicolas Condorcet, extrait que vous avez sous les yeux et que je vais me permettre de ne pas relire puisque vous venez de le travailler. Je vous avais demandé dans cet extrait d'essayer de repérer les différentes étapes de ce discours et de vous appuyer pour cela sur vos acquis des années précédentes, plus particulièrement de l'année de première où vous avez travaillé la parole et les discours en HLP. Un petit rappel pour commencer, les différentes étapes du discours classique sont les suivantes. Tout d'abord, il y a l'exorde qui introduit le discours et qui a pour fonction première d'attirer l'attention de l'auditoire, de le mettre dans les meilleures dispositions qui soient pour écouter la suite du discours. Ensuite, il y a la narration qui expose les faits, l'argumentation qui peut inclure la confirmation des arguments et la réfutation des arguments adverses, la digression qui a pour fonction de distraire l'auditoire, de le ménager avant la conclusion, qui n'est pas une étape obligatoire, et enfin la péroraison, la conclusion qui met fin au discours et qui en revient évidemment à l'auditoire. Nous en revenons au texte de Condorcet qui nous intéresse. Première étape de ce texte qui s'arrête après nobles efforts, il s'agit bien évidemment de l'exorde. L'exorde va introduire le thème de ce que Condorcet désigne sous l'expression d'instruction qui rendent la raison populaire. Elle a, cet exorde, une fonction fatigue, c'est-à-dire qu'elle entend attirer l'attention. Et vous voyez que le texte débute par une adresse directe à l'auditoire, généreux amis de l'égalité, de la liberté. Interpellant ainsi son auditoire, Condorcet entend bien évidemment se l'approprier, pourrait-on dire, le mettre dans la poche, et créer un sentiment d'appartenance à une communauté chez tous ceux qui se sont battus pour rendre la révolution possible. Deuxième étape du texte, qui va s'arrêter à bientôt elle en saura créer de plus dangereux, il s'agit de la narration. La narration, ici, c'est l'exposé tout d'abord des résultats de la Révolution. Qu'a permis la Révolution? Eh bien, Condorcet nous dit la Révolution a eu pour effet premier de créer des lois qui favorisent l'indépendance personnelle, c'est-à-dire qui donnent du poids à chaque individu au sein de la société. Parallèlement, la narration revient sur le règne des préjugés et l'ignorance qui règnent en masse au XVIIIe siècle. Troisième étape du discours, qui s'arrête à nobles accents, il s'agit de l'argumentation. À partir d'une supposition, vous voyez que le premier terme c'est supposer par exemple, Condorcet va créer une fiction et cette fiction va construire un monde très inquiétant qui pourrait résulter d'une absence d'instruction. Vous pouvez remarquer que pour créer cette fiction, Condorcet va employer le subjonctif, indiquant bien par là qu'il s'agit d'un monde qui n'existe pas, qui relève de la fiction. Mais vous remarquez également à la fin de l'argumentation que le futur a remplacé le subjonctif. Et quand ce futur s'installe, il crée un lien plus important que le subjonctif entre ce monde de fiction et le réel. Condorcet met donc ici en place une forme de vision inquiétante, dystopique de l'avenir. Il y a ensuite une phase de réfutation des arguments adverses avec une concession. Dans un premier temps, Condorcet reconnaît que peut-être il s'inquiète beaucoup. Sans doute, écrit-il, il suffirait d'arracher aux chefs leur masque perfide. Mais ce mouvement concessif est immédiatement suivi d'une opposition. Mais le pouvez-vous? Et cette opposition, vous voyez qu'elle rentre dans tout un réseau de questions rhétoriques qui vont utiliser la force de l'auditoire, la force de l'adversaire, pour construire l'argumentation. Condorcet place son auditoire, ses concitoyens, face à une vision cauchemardesque des années qui pourraient suivre la Révolution et leur demande comment pourrions-nous éviter ça.
les amenant évidemment à construire la réponse qu'il attend, c'est-à-dire les 3 dernières lignes de cet extrait que l'on appelle la péroraison. Cette péroraison, c'est une longue phrase complexe qui montre bien la volonté de précision de son auteur. On a le retour du terme public qui figurait dans le premier mouvement, donc un retour à la thèse. Il y a également une référence très claire aux lumières, c'est en répandant les lumières. Condorcet, ici, explique qu'il n'y a qu'au prix d'une instruction publique généralisée que l'État peut se garantir de tels risques d'un avenir aussi cauchemardesque que celui qu'il a dépeint. Avant de revenir sur l'argumentation de Condorcet, je vous propose un petit éclairage. J'ai extrait ici une phrase du texte que nous venons d'étudier, et vous voyez que dans cette phrase, il y a le mot terreur. Le texte date de 1791. En 1792, Condorcet va proposer de réformer le système éducatif et de mettre en place un système nouveau. Ce système nouveau, Condorcet l'a imaginé et il le pense placé sous l'égide d'hommes de savoir qui seraient indépendants du régime politique et qui garantiraient la diffusion des Lumières. Sa proposition va être rejetée. Elle est rejetée parce qu'elle est considérée comme contraire aux principes républicains. Pourquoi est-ce qu'elle serait contraire à ces principes? Eh bien parce qu'on lui reproche de chercher à perpétuer, sous un autre nom, de manière à peine masquée, une aristocratie. Une aristocratie non plus de sang, mais une aristocratie de science. En 1792 toujours, Condorcet se fait de nouveau remarquer, puisqu'il vote contre l'exécution de Louis XVI. Non pas qu'il souhaite sauver ou préserver Louis XVI puisqu'il préfère l'envoyer aux galères à vie, ce qui n'est peut-être pas préférable à la mort, mais parce qu'il est farouchement opposé à la peine de mort. En 1793, face aux menaces qui pèsent sur la France, menaces venues de l'extérieur puisque les pays voisins craignent un peu ce drôle de mouvement qui a eu lieu en France et qui a donné naissance à un gouvernement que l'on n'a pas envie de voir s'installer par ailleurs, mais également face aux menaces internes, c'est-à-dire les contre-révolutions qui secouent la France et dont la plus célèbre est sans doute celle des Chouans en Vendée. Face à toutes ces menaces, un gouvernement de guerre est mis en place. Un gouvernement de guerre qui vise à préserver le pays de, je cite, tous les gens suspects et des, je cite de nouveau, partisans de la tyrannie et ennemis de la liberté. Ce gouvernement, c'est celui que l'histoire retient sous le nom de la Terreur. Il va s'ensuivre de nombreuses arrestations, des procès expéditifs, des mises à mort en grand nombre et parfois, souvent, de façon arbitraire. Pourquoi je mentionne cela? Eh bien parce que Condorcet, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est déjà fait remarquer 2 fois par des propositions, par des actions ou des réactions qui ont été jugées contraires aux principes républicains ou qui ont pu faire planer le doute quant à son engagement républicain. Pour d'autres raisons que je ne développerai pas, Condorcet appartient à un groupe que l'on appelle les Girondins, groupe qui va perdre une partie du pouvoir au profit de ceux que l'on appellera les montagnards. En 1793, Condorcet est arrêté. Alors il ne sera pas jugé, il ne sera pas mis à mort parce qu'il meurt 2 jours après dans sa cellule, sans que l'on sache très bien ce qui a provoqué sa mort. Ce petit éclairage terminé, j'en reviens à l'argumentation de Condorcet. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte? Condorcet nous dit que l'instruction, qui veut transmettre des connaissances et qui n'est donc pas tout à fait l'éducation qui vise à guider ou à accompagner sur le chemin de la connaissance, nous sommes au XVIe siècle, donc cette instruction doit être assurée par l'État. Pourquoi doit-elle être assurée par l'État? Eh bien tout d'abord parce qu'un homme ignorant juge par préjugé. Ensuite parce qu'un homme qui juge sans raison, par préjugé, est facilement manipulable, impressionnable. Il est donc à la merci de ceux que Condorcet nomme les audacieux hypocrites et les perfides. L'État doit également assurer l'instruction parce que les principes républicains reposent sur l'idée d'une indépendance personnelle et de l'égalité naturelle. Ça signifie que chaque individu a du poids et que chaque individu a le même poids qu'un autre individu. L'organisation sociale est donc très fragile. Si le plus grand nombre se plie aux perfides, si le plus grand nombre fait confiance à d'audacieux hypocrites, pour reprendre Condorcet, alors les perfides, les audacieux hypocrites prennent le pouvoir. En d'autres termes, ce que dit Condorcet,
C'est que l'ignorance est un danger pour un État qui entend accorder des droits à ses citoyens. Ce n'est donc pas une question de générosité ou d'humanité que met en avant Condorcet, mais bien plutôt une question politique. Condorcet part donc du principe que l'instruction est obligatoire dans un État de droit parce que l'ignorance est un danger pour ce même État de droit. Nous allons nous demander si l'on peut inverser la proposition et je vous propose maintenant un sujet d'essai. Le sujet, le voici. La littérature est souvent censurée par les gouvernements autoritaires. Pourquoi? Je vous demande de procéder de la façon suivante. Vous allez vous rendre sur Teams, vous allez donc vous réunir par groupe de 3 ou 4 et vous allez traiter ce sujet d'essai. J'attends de vous un plan très détaillé. Vous avez jusqu'à 15h35 environ pour le faire. À 15h35, une rapide correction apparaîtra et ce sera l'heure également où je vous confierai le petit cadeau prévu pour vous. À tout à l'heure.